1,50 m, ça fait... J'ai du mal, ça fait ça, 1,50 m. Ce qui signifie qu'en théorie, un véhicule qui voudrait me doubler, en imaginant que là, l'allée du camping, ça soit une route, un véhicule qui devrait me doubler, normalement, devrait se positionner là, quasiment hors champ. C'est pas moi qui le dis, c'est le code de la route qui dit que en ville, l'écart pour doubler un véhicule, quel qu'il soit, moto ou pas d'ailleurs, à la limite, c'est 1 mètre, et hors ville, c'est 1,50 m. Seulement le petit souci, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas tous la même définition de la longueur d'un mètre. Parce qu'il y a des gens pour qui 1,50 m, ça fait ça, 20 cm, 30 cm. Il y a des gens pour qui ça, c'est 1,50 m. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais ça ne s'applique pas forcément que aux voitures. Seulement moi, je ne compte plus le nombre de fois où je me suis fait doubler à... Ouais, à ça, hein, par une voiture ou même parfois par un camion. Je t'en raconterai une pas piquée des hannetons tout à l'heure avec un petit camion 20 mètres cubes, un truc absolument hallucinant. Mais ça, j'y viendrai tout à l'heure. Alors, ça m'est arrivé beaucoup plus avec quand j'étais en 125 que quand j'étais avec Rocinante, mon 500 qui était déjà un peu plus grosse. Et ça m'arrive encore moins avec celle-là, mais accessoirement, ça m'arrive encore de temps à autre et même des fois sur une ligne blanche. Et s'il y a une ligne blanche, c'est qu'il y a une raison. Ça et un certain nombre d'autres choses. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'était déjà arrivé à toi ou pas. Je suis prêt à parier que si tu es motard, ça t'est déjà arrivé. Enfin, sauf si tu roules à 200 à l'heure, évidemment, dans ce cas-là, c'est toi qui double, mais c'est pas bien non plus. Bref, l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement que je ne veux pas jeter la pierre aux automobilistes qui doublent à 20 cm ou qui font un certain nombre d'autres choses que nous, motards, considérons comme étant dangereux. Pourquoi je ne veux pas leur jeter la pierre, ou tout du moins pas dès le début? Mais parce qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui ne sont jamais montés sur un deux roues. Et qui du coup, je suis persuadé, ne se rendent pas compte et du danger qu'ils nous font courir à nous, motards, et du danger qu'ils courent eux-mêmes au passage. Parce qu'en faisant ce genre de choses, en fait, ils se mettent en danger. Donc pour aujourd'hui, j'ai un certain nombre de conseils pour tout le monde en fait. J'ai à l'esprit en priorité, certes, les automobilistes, mais pas que, parce qu'il y a des motards qui ne sont pas forcément toujours super malins aussi, et en fait il serait malhonnête de ma part d'évoquer certaines situations générées par des automobilistes sans reconnaître qu'il y a des fois des motards qui se mettent eux-mêmes dans des situations similaires. Donc aujourd'hui j'ai plusieurs conseils pour tout le monde, pour qu'on puisse partager la route en toute sérénité, et notamment pour que ceux qui sont jamais montés sur un deux roues se rendent compte des dangers qu'ils peuvent courir avec certains comportements et des spécificités propres à la conduite d'un deux roues. Alors combien de conseils, je sais plus, j'ai une liste quelque part, mais j'ai oublié. Mais il y en a un certain nombre et ce sont des situations que pour la plupart j'ai vécues. Et je vais pouvoir te raconter 2-3. Alors pour ce petit exercice, je pense que je l'ai déjà dit, mais je le précise pour que ce soit bien clair, nous allons imaginer que cette allée du camping, là, ça soit une voie de circulation. Ça, c'est une voie. Parce que je ne peux pas faire ça dans la circulation, je vais faire appel à un ami qui va venir avec sa voiture pour te démontrer certaines situations. Et faire ça au milieu du trafic, à mon avis, ça passe pas. Donc on va le faire en statique ici. Donc encore une fois, cette allée là que tu vois derrière moi, c'est une voie de circulation. Puis imagine que sur une route à double voie, il y en aura une deuxième à ma gauche, par exemple. Sur le côté de cette voie de circulation, il y aura dans certaines situations une ligne blanche. Parce que qu'on te double à 20 cm avec ou sans ligne blanche, c'est pas tout à fait la même chose. Dans les deux cas, c'est dangereux. Mais la ligne blanche ajoute une petite dimension amusante en plus. Donc, une voie de circulation, une ligne blanche. Allez, on attaque, on va voir ce qui se passe quand on te double à 20 cm en analysant au ralenti, en fait. J'étais donc là sur la route à rouler tranquillement, quand tout d'un coup, une voiture commence à me doubler à 20 cm à peine. Bonjour, je suis un motard. Petit clin d'œil au passage aux vidéos de Motovlog France et en particulier à ces spots moto ironiques. Si tu ne les as pas vus, je te mets le raccourci là-haut. Sais-tu, ami automobiliste, que nous ne devrions pas avoir cette conversation car tu ne devrais pas te trouver à portée de bras? Eh oui,
Il faut savoir que c'est une chose qu'on apprend au permis moto. On pourrait s'attendre, en surprenant un motard par la gauche, à ce que sa moto fasse un écart à droite. Manque de peau. C'est tout l'inverse. Tu me surprends en venant sur ma gauche beaucoup trop près. Que va-t-il se passer? Oh, je suis surpris. J'appuie sur mon guidon à droite. Donc si j'appuie sur le guidon à droite, la moto part à gauche. Il y en a deux qui suivent. Et oui, c'est ce qu'on appelle le contre-braquage. Quand on appuie d'un côté, la moto part de l'autre côté. Et là, si vraiment je suis un motard sans beaucoup d'expérience, que je n'ai jamais été doublé comme ça, boum! Premier problème. Deuxième problème. Une moto, c'est pas un train. Ça ne roule pas sur un rail. Même sans être surpris. Ça peut faire des écarts. Elle a un écart à 20 ou 30 cm. Boum! Deuxième problème. Deuxième danger. Mais il y a pire. Il y a pire. Souviens-toi, j'ai dit que dans certaines situations, sur le bord de cette route, il y aurait une ligne blanche. Ah oui, t'inquiète pas, j'ai lâché, mais une moto, ça roule à peu près droit, même quand tu lâches, t'inquiète pas. Mais avec le vent, comme je disais, ça peut faire des écarts. Maintenant, s'il y a une ligne blanche, l'automobiliste qui veut doubler un motard là où il y a une ligne blanche peut se dire « Oh, j'ai dépassé juste avec un pneu, c'est pas grave. » Sauf que, s'il y a une ligne blanche, il y a une raison, c'est probablement parce qu'il est dangereux de doubler. Je dis ça à tout hasard, peut-être qu'il n'y a pas assez de visibilité. Peut-être qu'il y a une ligne droite, mais trop courte pour pouvoir doubler. Et que tu ne vois pas ce qu'il y a derrière le virage qui arrive derrière. Eh bien là, le souci, c'est que si toi, avec ta voiture, tu te prends le véhicule qui arrive en face, moi je suis soit juste à côté, soit juste derrière. C'est pas pour rien que le code de la route dit 1,50 m. Alors après, comme je disais en introduction, ça vaut aussi pour les motards qui doublent, je sais, j'en ai vu, qui se disent « Ouah, ça passe ». Alors attention, quand c'est à petite vitesse, genre il y a un tracteur juste devant, et les voitures s'écartent pour te laisser passer, ami motard, là il n'y a pas de problème. Moi aussi je l'ai fait un paquet de fois. Il n'y a aucun souci. C'est à petite vitesse. Mais quand tu roules à 80, 90, pour pas parler de ceux qui roulent à 180, et que tu doubles à 20 cm, l'honnêteté m'oblige à préciser que la situation est à peu près la même, c'est-à-dire que tu peux faire un écart vers la droite ce coup-ci, et boum, 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 boum. Donc doubler à 20 cm, qu'on soit en voiture ou qu'on soit en moto, c'est dangereux en fait pour tout le monde. Le code de la route dit 1,50 m hors ville, 1 m en ville. Il y a une raison. Ça, c'était la première situation, qui n'est pas si difficile que ça à éviter. Bon, moi maintenant, sincèrement, je vais te dire, maintenant que j'ai celle-là, elle est large, elle est grande, je me colle au milieu de la voie, et si je vois qu'il y en a un qui a des velléités, qui a envie de bouffer la ligne blanche, je ne mets pas un coup de gaz, je me déporte très légèrement à gauche, je suis toujours dans ma voie, de sorte que tu veux bouffer la ligne blanche, tu la bouffes à 100%, et pas juste avec un quart de pneu. Tu y vas, franchement, tu es obligé d'y aller à fond. Il y a eu une époque où je me disais, s'il y en a un qui commence à me faire ça, je vais mettre un coup de gaz. Je ne l'ai jamais fait, je pense que c'est plus sage. Parce que là encore, ça reviendrait... en soi, je pourrais, hein, même avec Rocinante, le petit 500, quand je suis face à la Clio de papa, je mets un coup de gaz, bon, elle ne me double pas. Mais ça revient à mettre tout le monde en danger, et ça, je pense que c'est une attitude qui n'est pas très responsable, en fait. Ça, c'était notre première situation. Mais ce n'est pas la seule. Autre situation problématique, lorsque tu suis un autre véhicule de très près. Alors, ça se fait entre deux voitures, oui, mais les risques sont beaucoup plus importants lorsque tu suis une moto de cette façon-là. Peut-être que tu as l'intention de doubler, peut-être sur une ligne blanche, peut-être pas, mais le fait est que, comme ici, tu es très proche de l'arrière d'une moto. Imagine que le motard ait besoin d'attraper son frein et de piler pour une raison quelconque. Il y a un enfant qui traverse devant lui, il y a il y a un obstacle sur la voie. Qu'est-ce qui va se passer? S'il s'agissait d'une voiture, le plus probable, c'est qu'il y ait un petit peu de tôle froissée.
Dans le cas d'une moto, tu vas attraper son pneu arrière, l'avant va très probablement se lever, le motard va perdre l'équilibre, et le résultat final... Eh ben le résultat final, c'est ça! C'est le motard sous tes roues. C'est le plus probable, parce que la roue arrière va dévisser, elle va glisser, et la moto va pivoter, elle va se coucher d'un côté ou de l'autre, là c'est au petit bonheur la chance je pense. Et c'est comme ça que ça se termine. Conclusion, mais tu le sais, ça tu le sais, mais les distances de sécurité, d'autant plus lorsque tu suis une moto, parce que là encore, tu mets le motard beaucoup plus en danger que s'il s'agissait d'une voiture. Tout simplement. Et là, ça donne chaud les simulations. Surtout quand on fait ça sans rouler en fait. Ça n'aide pas, je crève de chaud. Alors, un grand merci à Ravi qui est venu faire l'assistant avec sa voiture. Et on dit merci à Ravi dans les commentaires. Il regardera pas une vidéo en français, mais moi je lui dirai que ça dit merci. D'accord? Ça s'écrit J-A-V-I. Sans lui, j'aurais eu du mal à illustrer ces deux premières situations. Pour le reste, on va se débrouiller sans lui. Excuse-moi. J'espère que c'était pas visible à la caméra. J'ai simulé ces situations sans accrocher mon casque. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Alors, j'ai une petite histoire à te raconter, un truc que j'ai pas compris en fait, qui a un rapport avec ces premières situations que je viens de décrire. C'était l'été dernier, j'étais en route, je venais de faire un arrêt chez ma mère, j'étais en route pour le camping de Descartes, je venais d'avoir faim le vent, et je me trouve, alors ça démarre en ville, une section de 2x2 qui va se refermer. Et malheureusement, je suis désolé, j'avais pas la caméra sur le casque ce jour-là, mais tu vas voir, c'est une situation hallucinante. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Donc une section de 2x2 en ville qui va se refermer. À ma gauche, il y a une petite camionnette type 20 mètres cubes, tu sais, le machin bien carré. Dans ce cas précis, je me souviens très bien, il était bâché gris. Mais tu vois le type de petite camionnette que tu peux conduire avec un permis B. Et je me demande s'il n'y aurait pas de ça, justement, j'y viens tout à l'heure. Hop, stop. Pas si vite, c'est le Seb du futur. Là, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je viens de me rendre compte que j'ai dit j'y reviendrai plus tard et puis plus tard j'ai oublié. Alors en fait, l'idée que j'ai en tête, j'en aurai jamais la certitude, mais ce que je soupçonne, c'est qu'en fait le conducteur de ce camion, c'est un de ces conducteurs venus d'un autre pays de l'Union européenne qu'on fait venir avec juste le permis B de manière à contourner la réglementation sur les poids lourds avec notamment les temps de repos et les pauvres mecs qu'on exploite jusqu'à la trame qui conduisent 12, 13, 14, 15 heures par jour. Ça pourrait éventuellement expliquer le comportement du gars. Enfin, ça n'est qu'une supposition, je ne serai jamais certain. Mais voilà, donc le petit bout dont j'ai oublié de parler lorsque je tournais la vidéo, pardon, c'est juste une supposition de ma part. Bon, comme la section de 2x2 va se refermer et devenir une seule voie, il faut bien que la camionnette se rabatte quelque part. Il se rabat devant moi, mais sur le moment, j'ai rien pensé d'extraordinaire. Je me suis dit, fallait bien qu'il aille quelque part, puisqu'on se retrouve à une seule voie à la place de deux. Donc jusque-là, la camionnette se rabat devant moi, c'est normal. Bon, on continue, on sort de l'agglomération. Et en sortie d'agglomération, ça redevient de la 2x2. Bon, moi, qu'est-ce que je fais? Je veux pas rester dans les turbulences de cette camionnette, parce que c'est ça le problème suivant que je voulais aborder, les turbulences que tu peux générer avec ton véhicule et dans lesquelles va se retrouver le motard qui est derrière toi. Donc moi je sais que la camionnette va accélérer, moi aussi, je veux pas rester derrière pour pas être dans ces turbulences, surtout un gros machin large comme ça. Donc ça redevient de la 2x2, je mets un coup de gaz, je le double proprement en me mettant sur la voie de gauche. Et je me rabats et je me stabilise à 80 km/h puisque sur cette route là de mémoire la limite était à 80. Jusque là pas de problème. Un peu plus loin, comme ça arrive souvent, cette section de 2x2 c'est une alternance, une voie d'un côté, deux voies de l'autre, donc ça se referme de mon côté pour devenir deux voies en face. Je me retrouve sur une seule voie. Et sur la zone où ça se referme, je roulais déjà à la vitesse légale de 80, la camionnette qui me double sur cette zone là, donc en dépassant en bouffant la ligne blanche en fait. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça alors que je roulais déjà à la vitesse légale? Et il se met devant moi et il roule à 80. À quoi ça lui sert?
à rien. Ou alors est-ce que c'est une fierté de se dire je ne veux pas me laisser doubler par un motard, mais là c'est complètement ridicule. On est sur une zone à une seule voie, je ne peux rien faire, et je me retrouve dans ces turbulences. Ça redevient de la 2x2, je remets un coup de gaz, là j'avoue, bon il y a prescription depuis le temps, puis il n'y a pas de preuve, je filmais pas, j'ai fait un tout petit excès de vitesse pour me retrouver devant lui et prendre un peu de champ. Et le truc idiot, pendant un quart d'heure, je suis resté sur la même route lui aussi, et pendant un quart d'heure j'avais le nez dans mes rétros, pour m'assurer qu'il ne vienne pas se rapprocher, parce que là je m'étais dit s'il se rapproche, bon bah je le laisse pas faire quoi. Mais il m'a doublé, passe-moi l'expression, mais la fois où il m'a doublé après être sorti de la ville, il m'a doublé comme un porc, sur l'endroit où la 2x2 se rétrécit, et il a bouffé la ligne blanche. Il n'avait aucune raison de me doubler vu que je roulais déjà à 80, et je pense que entre autres choses, alors il m'a doublé comme un porc, mais je pense qu'il n'a pas réalisé que si moi je l'ai doublé juste avant, c'est parce que je ne voulais pas rester dans ces turbulences. Un véhicule large et haut, je pense à toutes les camionnettes, tous les camions, mais aussi tous les SUV, tout ça, ça génère énormément de turbulences. Et un motard qui serait derrière toi va avoir envie de te doubler juste pour ne pas rester dans tes turbulences. Donc si tu as un véhicule assez large et haut, et qu'il y a un motard, que tu roules déjà à la vitesse légale, mais qu'il y a un motard qui te double, et qui devant toi revient à la vitesse légale, à supposer qu'il soit raisonnable, c'est pas pour faire le fanfaron. C'est pour ne pas rester dans tes turbulences, parce que tu le fais bouger dans tous les sens, surtout plus ton véhicule est large et haut. Là la petite camionnette de 20 mètres cubes c'était le cas, j'avais des turbulences de malade derrière à 80, j'avais pas envie de rester à 80 derrière lui. Voilà pourquoi moi je l'ai doublé. Donc quand un motard te double et à une vitesse un petit peu, peut-être un petit peu exagérée, mais que tu sais que tu as un véhicule large et haut, ben tu sais pourquoi, c'est très probablement qu'il veut pas rester dans tes turbulences. Donc ça aussi, pense-y. Faut le savoir, encore une fois, je ne jette pas la pierre aux automobilistes qui ne sont jamais montés sur une moto, ils s'en rendent probablement même pas compte. D'où l'intérêt de cette vidéo, je vais essayer de leur expliquer un petit peu, peut-être s'il y en a qu'un qui change d'attitude et qui derrière se dit ok, j'ai un gros camion 20 mètres cubes et derrière moi il y a un motard qui est en train d'essayer de me doubler, mais maintenant je sais pourquoi. C'est parce que je génère des turbulences et il ne veut pas rester dedans, donc je sais pourquoi. Et je vais peut-être essayer de lui faciliter un peu la tâche et de le laisser faire, si je peux. S'il n'y a qu'une personne qui change son attitude et qui commence à faire ça, bah déjà cette vidéo aura servi à quelque chose. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il est en panne. Un coup il s'allume, un coup il s'allume pas. Je comprends pas. Bon d'accord, je sais, c'est une très vieille blague qui a été étraînée, je crois, par Coluche. Enfin, je suppose que c'est lui le premier à l'avoir sorti, mais j'en suis pas certain. Moi, c'est de lui que je la connais. Il se foutait de la gueule des Belges, si ma mémoire est bonne. Ceci dit, je sais que les Belges ont des blagues sur les Français, ils nous le rendent bien et ils ont raison. D'ailleurs, si tu es belge et que tu connais quelques blagues françaises, je suis preneur, j'aimerais en connaître 2-3 en fait. Alors, blague à part. C'est un conseil tout con, mais pensez à utiliser vos clignotants. Je ne compte plus le nombre de personnes qui n'ont pas pris l'option clignotant quand elles ont acheté leur véhicule. Auto ou moto, hein. Il y en a plein dans tous les sens. Alors l'exemple tout bête, je reprends là où on était tout à l'heure sur une route à double sens. Toi tu es en moto, devant toi il y a une voiture et devant il y a encore une autre voiture ou genre un camion. La voiture a l'intention de doubler le camion. Elle ne signale pas, et toi tu as l'intention de doubler le tout. Elle ne signale pas son intention de doubler le camion. Elle commence à déborder, mais toi, tu étais déjà parti dans ta manœuvre. Et ben, paf, le motard. Crêpe le motard. Et encore une fois, c'est beaucoup plus gênant avec un motard qu'avec une voiture. Avec une voiture, dans cette situation-là, bon bah, va y avoir un peu de tôle froissée, on fait un constat, un phare de cassé, peut-être, il n'y a pas mort d'homme. Quand il s'agit d'un motard, c'est pas la même. Donc pensez que vous soyez auto ou moto d'ailleurs, hein, à utiliser vos clignotants. Ça vaut aussi dans les ronds-points. Le nombre de fois où je me suis arrêté à l'arrêt d'un rond-point parce qu'il y avait un véhicule qui avait l'air de vouloir faire le tour, mais il n'a pas mis son clignotant, donc on ne sait pas s'il fait tout le tour ou s'il va sortir. En plus, il n'est pas sur la bonne voie. On t'apprend au permis, auto ou moto, que si tu sors tout de suite à droite d'un rond-point ou si tu vas en face, tu prends la voie extérieure. Je prends le cas d'un rond-point à 2 voies. Hein, et si tu fais le tour, tu vas à gauche ou tu fais le tour complet, tu prends la voie intérieure. Tu as des gens qui restent sur la voie extérieure pour faire tout le tour, ou tu as des gens qui le coupent et qui se mettent sur la voie intérieure pour aller en face, et on ne sait jamais où ils vont. Pensez à utiliser vos clignotants. Signalez où vous allez. Je sais, c'est un truc bête, mais il y a tellement peu de personnes qui savent s'en servir de ce truc-là. Un autre conseil, alors celui-ci est plutôt pour les motards en fait.
Et il vaut plutôt de nuit. Alors là, je sais, on est de jour, mais je peux pas tourner de nuit, parce que si je fais ça, tu vas voir, walou, pour la vidéo, c'est moins bien. Mais en fait, si c'est un conseil qui s'applique surtout de nuit, parce que c'est un conseil qui concerne ton phare. Et surtout, les motos, comme la mienne, qui ont un phare unique. Alors moi, l'ancien propriétaire avait installé en option des feux additionnels, mais d'origine, ils n'y sont pas. D'origine, la moto a juste un phare unique. Et le problème, c'est que du point de vue d'un automobiliste, un phare unique de nuit, ça peut être soit une moto qui est assez proche, soit une voiture qui est éloignée, tellement éloignée que ces deux feux se confondent. Du point de vue d'un automobiliste qui regarde dans son rétro central, il peut être difficile de faire la distinction entre les deux. Or, l'œil humain est ainsi fait qu'il est plus facile de repérer un objet en mouvement qu'un objet fixe. Et quand tu roules tout droit, ton phare unique, il va un petit peu avoir l'air d'être fixe. Un truc tout bête, quand tu roules de nuit et que tu t'apprêtes à doubler un véhicule et si tu as un phare unique, tu sais ce que tu peux faire? Tout en restant dans ta voie, bien entendu, tu louvoies un petit peu de gauche à droite, gauche, droite, de sorte que ton phare unique, en fait, il va se déplacer et ça va permettre d'attirer l'attention de la voiture qui est devant toi et que tu as l'intention de doubler, qui potentiellement pourrait aussi se déporter sans mettre son clignotant. Si ça, je dis rien. Non mais sérieusement, on voit mieux un objet en mouvement qu'un objet fixe. C'est tout con, mais ça peut aider et ça peut éventuellement te sauver la vie. Mais encore une fois, si tu fais ça, tu sors pas de ta voie, on est bien d'accord. Et même à la limite, tu t'approches pas des bords de ta voie. Tu fais ça sur 40 cm de débattement, 40-50 cm de débattement. Juste histoire que ton phare apparaisse du point de vue de la personne qui est devant toi. Encore une fois, c'est pas pour toi, c'est pour la personne qui est devant toi, que dans son rétro, il y ait quelque chose qui bouge. Une dernière petite chose, une précision que je tenais à faire. J'ai vaguement abordé le sujet tout à l'heure en parlant du fait de doubler à 20 cm et qu'une moto c'est pas montée sur un rail et que ça peut faire des écarts. Ça peut être très susceptible au vent. Alors, certaines motos plus que d'autres font le vent avec ses 330 kg, c'est sûr, elle est posée. Il y a des motos beaucoup plus légères, je me souviens notamment quand j'étais en 125, la moindre rafale de vent... Alors pense, quand tu as ici encore un véhicule assez long, assez haut, que quand tu doubles un motard, tu peux lui couper le vent temporairement et il va reprendre le vent quand tu l'auras doublé. Donc méfie-toi et juste, alors je suppose que là, au point où on en est, tu as compris qu'il faut le doubler à 1 mètre en ville, 1 mètre 50, enfin ça encore ça va assez peu jouer en ville, mais sur route 1 mètre 50, ça je pense que tu as compris. Mais utilise tes rétros, surveille son comportement, parce que si c'est un jour de vent, et mettons tu doubles un motard, le vent vient de la gauche, le temps que tu doubles le motard, là tu lui coupes le vent. Tu passes, tu lui coupes plus le vent. Alors avant que tu le doubles, il lutte contre le vent, surtout si c'est une petite moto assez légère, il lutte contre le vent, tu le doubles, il n'y a plus de vent, d'un coup lui qui était en train de lutter, éventuellement il peut faire un écart à droite, il va cesser de compenser. Tu finis de le doubler, il se reprend le vent. Alors là, dans cet exemple-là, il ne va pas te rentrer dedans. Mais il peut éventuellement faire un écart et se retrouver dans l'ornière, c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas doubler des motards quand il y a du vent. Je te demande juste de surveiller ce qui se passe. Quand tu doubles un motard, pense qu'il est très susceptible au vent. Et encore une fois, ça dépend de la moto. Moi, relativement peu. Mais s'il y a des rafales à 140, sincèrement, je ne la sors pas. On est d'accord. Mais il m'est arrivé de rouler, mais avec Rocinante qui était un peu plus légère. Rocinante, c'est ma Kawasaki Vulcan 500 avec laquelle j'ai démarré mon aventure nomade à moto. Elle pèse de mémoire. Je crois que tout plein fait, la moto fait un petit peu plus de 200 kg. C'est quand même nettement moins que celle-là. Et il m'est arrivé de sortir en plus avec les bagages sur le dos, ce qui fait un peu voile. Parce que j'ai des bagages qui s'empilent comme ça sur le siège passager. Il m'est arrivé de me prendre des rafales à 60-70, je crois. Bon, elle tenait la route, mais quand même, je les sentais. Une moto plus légère, genre une 125. Moi, j'ai débuté avec une 125 qui pesait 110 kg. C'était même une des 125 les plus lourdes du marché, je crois. C'est un poids lourd pour une 125, 110. Et là, des rafales à 40, je faisais des écarts. Hein. Donc, méfie-toi. Et accessoirement, s'il y a du vent, avant de doubler le moteur, regarde s'il maîtrise à peu près bien son truc, parce qu'il y en a notamment des débutants qui vont avoir du mal à maîtriser leur machine en cas de coup de vent. Donc méfie-toi de ça, parce qu'il peut éventuellement te rentrer dedans sans le vouloir. Donc il faut juste le savoir. En fait. Une dernière chose à laquelle je viens de penser à l'instant, je l'avais même pas sur ma liste celle-là.
Quand tu es sur la route, et que par exemple, bah, tu es un automobiliste sympa, et tu t'écartes un petit peu pour que, parce qu'il y a des je vais dire n'importe quoi, il y a un ralentissement devant, et puis le motard qui est derrière toi, tu t'arranges pour le laisser passer. C'est cool, merci. Et derrière, le motard qui passe devant toi, va sortir la jambe droite comme ça. Il fait pas ça pour te mettre un coup de pied. Le fait de sortir la jambe droite, ça veut dire merci. Donc le jour où tu vois un motard qui écarte la jambe droite comme ça, en passant, en te doublant, il est juste en train de te dire merci. Voilà, celui-là je viens d'y penser à l'instant, et c'est encore un truc que les automobilistes qui n'ont jamais conduit une moto vont pas savoir, ils vont pas comprendre. Et pour un motard, c'est un geste instinctif. Moi, ça m'arrive tout le temps, que ce soit pour remercier un autre motard ou pour remercier un automobiliste qui m'a laissé passer. Bon, et puis j'avoue que tout seul dans mon casque, quand il y a une file de voitures avec un tracteur devant, je vois les voitures qui s'écartent, je sors la jambe pour leur dire merci, et je passe leur tracteur et puis je fais ah la queue, amusez-vous bien avec votre tracteur. J'avoue, mais je les remercie quand même. Voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour des quelques conseils que j'avais sur ma liste. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, s'ils vont être utiles soit en tant qu'automobiliste, soit en tant que motard. J'espère sincèrement qu'ils le seront. Moi, mon but, j'ai essayé depuis le début de cette vidéo de ne pas casser du sucre sur le dos des automobilistes. Il y a des motards qui sont, je sais que ça existe ici, qui sont extrêmement intransigeants, on va dire. Moi, je pense qu'il y a des torts et des difficultés des deux côtés. Et encore une fois, il y a le simple fait que beaucoup d'automobilistes ne sont jamais montés sur un deux roues. Et que, par conséquent, moi, c'est ma logique, on ne peut pas tellement leur en vouloir de ne pas savoir comment se comporte un deux roues, comment fonctionne la conduite d'un deux roues. On ne peut pas leur en vouloir pour ça, parce qu'ils n'ont pas reçu les formations nécessaires. Par contre, tous les motards que je connais, tout du moins ceux qui ont à la fois auto et moto, connaissent les implications de conduite des deux. Et d'ailleurs, au passage, c'est mon cas. Puisque j'ai passé mon permis moto sur le tard et j'ai longtemps conduit une voiture. J'ai longtemps été piéton aussi, il y a eu une époque où j'avais ni l'un ni l'autre. Ça, c'était mon véhicule, ça. Bon, pour conclure, moi je vais ranger fond le vent dans la tente. Aujourd'hui, je l'ai sorti juste pour faire la vidéo. En fait, je suis encore en train d'économiser l'essence pour mon départ vers le désert des Bardenas. Ça, moi je pars le 1er mars, donc normalement il y aura une vidéo là-dessus le mardi d'après. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. À mon avis, il va y avoir des choses épiques, parce que d'après toutes les informations que j'ai, dont des commentaires de certains de mes abonnés qui sont déjà allés faire le désert des Bardenas, c'est un dépaysement total, ça vaut le coup d'œil, et on va y aller ensemble. J'ai réservé un mois là-haut au camping Bolasso. C'est un camping où je me suis arrêté l'année dernière, mais je n'ai fait que passer, j'ai fait rester juste une nuit, j'ai traversé les Pyrénées direct l'année dernière, je rentrais en France en fait quand je me suis arrêté là. Mais du coup je le connais un petit peu. Il est vraiment à 2 pas du désert des Bardenas. Je vais passer un mois complet là-bas, parce qu'au mois ils font des prix. 190 € le mois, électricité comprise, je prends. T'as vu, il m'a doublé par la droite, c'est pas bien. Non, je plaisante, on n'est pas sur la voie publique. Hein. Donc, le désert des Bardenas, tout un mois, parce que 190 €, électricité comprise le mois, ça se refuse pas. Sur ce, un grand merci à tous les membres de la chaîne, à tous les membres qui soutiennent la chaîne. C'est en plus, merci aux abonnés d'être là, évidemment, surtout d'autant plus à tous les nouveaux, mais un grand merci à ces gens-là. Ça, ce sont les gens qui ont pris une souscription et qui soutiennent la chaîne. Tu as un lien dans la description. Si ça t'intéresse, si tu veux soutenir la chaîne, c'est pas très difficile et j'ai voulu que ce soit accessible pour vraiment tout le monde. Ça démarre à 1 € par mois. Donc si tu as envie de soutenir la chaîne et d'avoir certains avantages, tu as le lien dans la description et c'est tout expliqué. Aussi, je te rappelle que j'ai récemment publié un guide pour t'aider à démarrer une chaîne YouTube. Si jamais toi aussi tu as, par exemple, je sais pas, je dis au hasard, une aventure, soit nomade, soit à moto, soit les deux, que tu as envie de la partager sur YouTube, moi je l'ai fait, j'ai beaucoup galéré au début, j'ai mis une éternité à réaliser que j'avais besoin de me former. J'ai fini par me former.
J'ai appris et depuis la chaîne a pris un sacré coup d'accélérateur. Du coup j'ai écrit un guide pour t'expliquer tout ce que j'ai fait et comment tu peux faire toi aussi pour bien démarrer, pour démarrer mieux que moi en fait, parce que si les connaissances que j'ai aujourd'hui, je les avais eues il y a 4 ans, sincèrement, hein, pour que la chaîne en arrive au point où elle est aujourd'hui, j'ai mis un tout petit peu plus de 4 ans. Je l'ai créé avant mon départ. Mon départ date d'il y a 3 ans et demi, mais j'ai créé la chaîne avant mon départ. J'ai mis un petit peu plus de 4 ans pour en arriver au point où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est monétisée, elle commence à me rapporter 70, 80, 90 euros par mois. J'ai passé les 1000 abonnés il y a... J'ai mis 3 ans et demi pour les atteindre, c'était il y a 9 mois environ. J'approche des 2000. J'aurais mis moins d'un an pour en faire 1000 de plus. Si j'avais eu, il y a 4 ans, les connaissances que j'ai aujourd'hui, sincèrement, je pense que j'ai gaspillé 2 ans, en fait. C'est pas compliqué. J'ai gaspillé 2 ans à croire que j'avais les compétences alors qu'en fait, je les avais pas. Voilà. Donc là, tu as le lien dans le commentaire épinglé sous la vidéo si tu veux télécharger mon guide. Ah oui, je sais, ça surprend. La moto rentre dans la tente. C'est ma maison, mais c'est la sienne aussi. Tu sais, ça fait quand même 3 ans et demi que je suis nomade avec une moto à présent. D'ailleurs, tu sais, tous ces petits conseils que je t'ai donnés aujourd'hui, je les sors pas mon chapeau en fait, hein. C'est du vécu tout simplement. Si tu veux en savoir plus, j'ai des tas d'autres conseils à te donner, surtout en ce qui concerne le voyage moto. Je te mets le raccourci juste là, tu verras, j'en ai parlé il y a quelques temps. J'ai plein d'autres conseils tirés de mon expérience qui t'attendent dans cette vidéo.